Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger, en tout cas vous présenter des informations lorsque vous avez des projets dans les métiers de la santé, du sanitaire et social. On va se présenter, donc je te laisse la parole, Vincent. Bonjour, je suis Vincent Bourdin, responsable du pôle information expertise à la transition Pro-Bretagne, et je suis là plutôt pour répondre à vos questions aujourd'hui. Donc pour poser vos questions, merci d'utiliser le chat qui est disponible en cliquant sur discussion, je crois. On a coupé les micros et caméras pour faciliter la présentation qui va être faite par Sandra. Voilà. Et donc, moi, c'est Sandra Bertrand, donc référente parcours de formation donc à Transition Pro-Bretagne. Et je vais vous présenter un diaporama. L'idée, c'est qu'on essaie de répondre à vos questions, même si on sait par avance que peut-être il y a des questions qu'on ne pourra pas résoudre aujourd'hui et pour lesquelles vous pourrez être amené à nous recontacter ultérieurement sans souci pour échanger des cas particuliers, parce qu'en webinaire, c'est toujours compliqué de pouvoir traiter les cas particuliers. Ce que je vous propose, c'est de partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, c'est bon, il apparaît. Alors, je vais essayer de le mettre en grand. Voilà. Donc là, l'idée, voilà, se reconvertir dans les métiers de la santé. Alors, on s'est présenté déjà, donc je vais pouvoir avancer. Alors, juste une diapo de présentation de Transition Pro-Bretagne. Donc, on est une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui avec un conseil d'administration paritaire. On a des lieux d'accueil de proximité où mes collègues chargés d'information vous reçoivent sur une offre de service dont je vous partagerai une diapositive plus tard. Et puis, on est dans un réseau de 18 transitions pro. En fait, il y en a une par région en France. Donc, vous avez le choix de vous adresser soit aux transitions pro de votre lieu d'habitation ou soit aux transitions pro de là où est située votre entreprise. On gère plusieurs dispositifs, donc le projet de transition professionnelle, le dispositif d'émission reconversion, CLEA, validation des acquis d'expérience et les transitions collectives. Je ne détaille pas ces dispositifs-là, on intervient à différents niveaux sur ces dispositifs et celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le projet de transition professionnelle. Nos interlocuteurs privilégiés, c'est vous, les salariés, et nos partenaires, c'est les organismes de formation, les entreprises aussi, quand il y a des possibilités d'échange avec les employeurs et de cofinancement. Et puis, on échange aussi avec les partenaires de l'emploi et de la formation. Le sommaire, avec quelques rappels concernant le projet de transition professionnelle, des chiffres, des priorités, des petits rappels aussi sur le dossier administratif, surtout la temporalité qui a une importance qui est importante par rapport à vos projets et par rapport à des éventuels démarrages de formation à l'automne. Alors, le projet de transition professionnelle. Donc, c'est un dispositif qui vous permet de vous absenter de votre poste de travail pour suivre une formation dans le but de changer de métier. Alors, ce dispositif-là, l'avantage qu'on peut y rencontrer, c'est que la formation va être payée. C'est nous qui prenons en charge les frais de la formation, les frais pédagogiques, soit en totalité, soit en partie. Ça, c'est en fonction aussi des typologies de formation. Et vous avez un maintien du salaire parce qu'on va prendre en charge le salaire, le rembourser à l'employeur si vous êtes en CDI ou vous le versez directement si vous êtes dans la catégorie ex-CDD, intermittent du spectacle ou intérimaire. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce sont des détails techniques que vous allez retrouver bien expliqués sur notre site internet par rapport à tout ça. Pour le projet de transition professionnelle, il y a des critères que nous regardons pour savoir si vous êtes éligible en fait à ce dispositif. Il faut un contrat de travail de droit privé, CDI, CDD, intérimaire, intermittent, avec des conditions d'ancienneté que je ne détaille pas là non plus parce qu'elles sont vraiment écrites en long, en large et en travers sur notre site internet.
Et il faut que le choix de la formation soit certifiant. Donc, c'est une formation certifiante inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique. On a mis limité à 1 an, hein, je reviendrai là-dessus. Et ça concerne surtout un changement de métier. Et puis, il faut aussi une autorisation d'absence si vous êtes en CDI et que la formation se fait sur le temps de travail. Donc là, j'ai mis l'adresse de notre site internet. Il ne faut pas hésiter à aller le regarder parce qu'on a vraiment tout écrit dessus. Donc en 2022, on a eu 1 353 demandes de financement. Et on en a financé 915. Donc on était à un taux de financement de 68%. Ce qui était un taux assez élevé par rapport aux autres années. Et vraisemblablement, on va retourner à des niveaux, on va dire, habituels, entre 50 et 55%, on va dire, le taux habituellement de dossiers financés, avec une majorité de publics féminins financés et plutôt la tranche 30-39 ans, 40-49. Hein, c'est le gros de nos demandes. Alors, les principales formations qu'on a pu financer en 2022, donc on a beaucoup financé de diplômes d'état d'aide-soignant. Le conducteur de transport entier marchandises sur porteur, mais je pense que c'est pas celui-là qui vous intéresse en priorité, vu l'intitulé du webinaire. Et puis après, le reste des dossiers financés se ventilent sur différents intitulés de formation. Voilà, et on a quand même une grande partie des dossiers qui se ventilent sur 10 intitulés de formation que vous avez là à l'écran. On vous a mis aussi le coût moyen d'un dossier pour que vous compreniez bien que quand on finance quelqu'un, une demande de reconversion, on est à 2/3, donc 71% sur la rémunération, puisqu'on prend en charge le salaire net plus les charges patronales et toutes les cotisations, on va dire, sociales habituelles. Et puis, 1/3 du coup, ça concerne le prix de la formation qui est demandé par l'organisme de formation. Et il y a un petit pourcentage qui reste pour les frais annexes, qu'on appelle les frais annexes. C'est éventuellement une indemnisation tous les mois pour les kilomètres effectués et puis pour les frais que vous auriez à engendrer pour tout ce qui est logement et repas, mais c'est compris dans la rubrique frais annexes. Il n'y a pas le détail. Voilà. Alors, j'ai extrait 2 formations concernant les chiffres clés. Alors 2 formations qui ne sont pas forcément représentatives de tous les métiers de la santé, du secteur sanitaire et social, on est bien d'accord, mais voilà, là, le diplôme d'aide-soignant et le diplôme d'auxiliaire de puériculture, on était sur des demandes qui ont augmenté au fur et à mesure des années. Alors, pas énormément sur auxiliaire de puériculture, parce qu'on est sur des petits volumes, mais aide-soignant, on est passé de 30 demandes en 2020 à 92 demandes en 2022, et on est passé, vous le voyez, de 7 accords à 90 accords. Ça préjuge pas de ce qui se passera en 2023. Par contre, on est sur cette quantité-là peut-être de taux de financement aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on est on est le 2e financeur des formations aides-soignantes en Bretagne aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre après ? Oui, j'ai mis le calendrier 2023 des commissions. Ça, c'est les moments où les dossiers sont examinés par notre conseil d'administration, qui constitue la commission d'instruction, et une autre partie du conseil d'administration qui constitue la commission de recours. Donc aujourd'hui, on a 14 commissions dans l'année, une par mois, et puis en double en juillet et en août, justement pour faire face à la demande vis-à-vis des formations qui démarrent fin août, début septembre. Donc, ces commissions, quand elles regardent les dossiers de demande de financement que vous leur faites, elles vont regarder d'abord le projet, votre projet, sous 3 angles. La cohérence du projet de transition professionnelle, c'est-à-dire comment vous avez regardé le métier, comment vous êtes allé l'observer, comment vous êtes fait accompagner. Donc, tout le petit point d'exclamation là, avec le CEP, donc c'est le Conseil en évolution professionnelle. Peut-être que certains en ont déjà entendu parler ou sont déjà accompagnés actuellement. Et puis, j'ai mis un petit sigle aussi, la PMSMP, donc la période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'est les stages d'observation.
que vous pouvez faire hors temps de travail avec une convention de stage, notamment délivrée par votre conseiller en évolution professionnelle. C'est l'idée d'aller voir au plus près le métier qu'on veut exercer demain, même si on est censé, même si pour certains qui travaillent à côté de ce métier-là le voient des fois, c'est bien aussi d'aller voir ailleurs, de regarder de quoi il est composé et est-ce que c'est ça qu'on recherche dans son souhait de changement, dans son souhait d'évolution. Il y a un autre critère qui va être important, c'est la pertinence du parcours de formation et comment vous avez envisagé ça. Là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, ce dont je vais parler, c'est les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Parce que c'est vrai que les métiers de la santé et du sanitaire et social sont réputés comme étant des métiers dits en tension. Ils apparaissent sur la liste des métiers prioritaires de transition pro, aide-soignant et auxiliaire de vie. On a les deux là. Par contre, c'est pas parce qu'ils sont en tension qu'il ne faut pas regarder les perspectives d'emploi, c'est-à-dire les entreprises qui peuvent être susceptibles d'embaucher, les offres d'emploi, est-ce qu'elles me correspondent, quels sont les critères, c'est quoi les conditions de travail, comment j'ai regardé tout ça et comment je peux m'inscrire, moi, dans ces perspectives d'emploi, parce qu'il ne s'agit pas de nous dire il y a du travail dans ce métier-là pour nous convaincre que vous allez rebondir sur ce métier-là et trouver un emploi à l'issue de la formation. Donc ça, c'est les 3 critères qui constituent, on va dire, le socle du tamis dans la commission. Et à côté de ça, et en parallèle, il y a les priorités nationales et régionales, et puis la notion de budget, parce que le budget dont on dispose est contraint, c'est-à-dire que c'est un budget issu de contributions obligatoires des entreprises privées, qui nous est après redistribué par France Compétences. Et on doit l'utiliser dans l'année et avec des règles précises qu'applique notre commission, nos commissions, quand elles examinent les demandes de financement. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. C'est un peu technique. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en cliquant sur discussion. Ouais. Et donc, dans les priorités, ça aussi, vous les retrouverez sur notre site internet. Il y a une priorité, on va dire, qui a son poids au démarrage, c'est être ouvrier employé avec un diplôme de niveau CAP maximum. Alors, je précise, c'est une priorité. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ce profil-là, vous ne pouvez pas nous faire de demande. Bien au contraire. C'est pas exclusif. Vous pouvez avoir des niveaux de formation supérieurs au TAP et puis des niveaux d'emploi au CSP supérieurs aussi à ouvriers employés et avoir d'autres priorités qui sont dans la liste ici et qui vont vous amener en fait le même degré de priorité que ceux qui ont cette première priorité-là. J'espère que c'est clair pour vous. Il y a une priorité sur les personnes qui sont en voie d'inaptitude au poste de travail. Pour les personnes qui travaillent dans une entreprise de moins de 50 salariés. Alors, vous le voyez là sur ma diapositive, j'ai mis de la couleur. J'ai mis un bleu turquoise, un bleu pétrole un peu, canard, sur les 5 priorités suivantes, parce qu'on va juste regarder après dans les diapositives le détail. Donc, priorité aux formations d'une durée maximale de 1200 heures. Donc, projet qui cible une formation certifiante qui peut porter sur une partie simplement des blocs de la certification. Projet bénéficiant d'une ingénierie de parcours ou de formation, projet bénéficiant d'un cofinancement, je vais expliquer tout ça, et projet vers un des métiers à forte perspective d'emploi. Donc là, vous avez aussi la liste sur notre site internet. Et je vous ai seulement extrait 2 métiers du secteur sanitaire et social et de la santé, puisque c'est les 2 seuls dans notre liste, aide-soignant et auxiliaire de vie sociale, assistante de vie. Et puis, il y a une priorité sur être salarié en CDD, intérim, intermittent, temps partiel. Alors, donc pour les projets de formation supérieurs à 1 année, ça c'était pour revenir par rapport à la priorité de 1200 heures. Quand vous nous faites une demande sur une formation supérieure à 1 an, ce ne sont pas des projets qui vont être prioritaires pour nous puisqu'ils dépassent les 1200 heures. Ils peuvent être étudiés au cas par cas, uniquement quand il y a une possibilité aussi d'intervention de l'entreprise en termes de cofinancement. Ça, je vais en parler aussi après.
on aura une possibilité aussi que la personne s'oriente vers une autre stratégie de financement. Alors là, pour moi, il est primordial quand on a des projets comme ça qui sont sur plusieurs années, de se faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle, justement pour travailler les autres stratégies de financement qui peuvent être liées à un autre statut de votre contrat de travail. Là, on cite la rupture conventionnelle, la démission reconversion. Alors, si on a un petit peu de temps, j'ai mis 1 ou 2 slides à la fin du diapo qui expliquent ce dispositif-là. Mais on reste, nous, vigilants au fait que, en choisissant ces autres stratégies de financement, c'est un plan B, il peut y avoir aussi des choses à vérifier en termes de durée d'indemnisation du chômage. On peut avoir des difficultés aujourd'hui à couvrir des projets, par exemple, de 3 ans. Je pense au projet infirmier. Il peut y avoir une bourse de la région, mais il y a des conditions qu'il faut remplir, et c'est uniquement quand on est inscrit demandeur d'emploi. Par contre, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir là, notamment sur les voies de l'apprentissage. Donc, vous avez une expérimentation aujourd'hui qui est en cours avec l'Institut de la Croix-Rouge à Brest, qui apparemment est en train d'ouvrir une section d'apprentissage pour des projets infirmiers. Donc, ça peut être à creuser aussi pour ces projets-là sur plusieurs années. Est-ce que ça amène déjà des questions peut-être? Non, pas pour l'instant. Ah, ça y est, la première question qui arrive. Oui. Donc, un contrat en alternance d'aide-soignant dure 18 mois, comment le financer? Donc là, si vous partez sur un contrat d'alternance en 18 mois, ça veut dire que vous serez employé par une entreprise dans laquelle vous faites l'alternance. Donc, la formation sera financée par la structure qui vous accueille, que ce soit un centre hospitalier, une maison de retraite ou autre, et vous serez payé par cette structure en tant qu'alternant, comme un apprenti en fait, qui serait sur de la boulangerie ou de la plomberie. Ça revient au même. Donc, ça peut être une option, le contrat d'alternance, effectivement. Et là, ce sera directement auprès de l'entreprise qui vous accueillera en alternance. Oui, ça passe pas par nous du tout, du coup. Je ne sais pas si tu as une autre question, éventuellement. J'avance. Combien de dossiers sont examinés à chaque commission? Pardon, j'avais coupé mon micro. Donc, c'est très variable en fait en fonction de la saison. Et bien sûr, on adapte le budget en fonction du nombre de dossiers qu'on examine. Donc, on a un taux d'accord qui va être le même toute l'année. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus en se disant il y a plus de sous maintenant qu'au mois de septembre. Voilà. On répartit le budget de façon équitable. Et le nombre de dossiers examinés, ça va de 40, 50 jusqu'à parfois 150 ou 200. Mais je vous dis, le budget est réparti en conséquence. Ouais. Je vois que les questions arrivent. Ça commence, c'est bien. Alors, les résultats de la sélection à l'entrée des IFAS interviendront début juillet. Sur quelle commission peut-on espérer voir notre dossier PTP étudié? Ça, on va le voir sur une prochaine diapo. Il ne finance plus les contrats. Alors, je voudrais voir avec une structure, mais en principe, il y a bien des contrats d'alternance qui peuvent se financer, à voir avec un employeur ou à nous appeler. Et donc, les plannings définitifs, effectivement, on va voir tout le tempo et le timing pour le dépôt de dossier, le planning, etc. Donc, rassurez-vous, ça va être abordé dans le webinaire. C'est prévu. J'avance peut-être. Alors, si votre projet est de rester dans votre entreprise actuelle, parce que ça arrive, l'obligation du projet de transition professionnelle, c'est de changer de métier. C'est un changement de métier. Maintenant, on peut très bien changer de métier dans son entreprise actuelle. Donc là, l'idée, c'est de regarder les histoires de cofinancement. Donc là, pas de souci. Vous nous prévenez que c'est un projet plutôt en interne. Et on a une collègue, Valérie Vin, qui est chargée de relations entreprises, qui se rapprochera de vous
qui vous contactera et qui ensuite, si vous en êtes d'accord, prendra contact avec votre employeur pour regarder les possibilités de cofinancement. Soit l'employeur peut prendre en charge une partie du coût ou la totalité du coût pédagogique ou du salaire, par exemple. En fait, ça sera à voir aussi en fonction de ce que lui peut faire ou de ce qui est possible de mettre en place. Et quand il y a des projets justement d'infirmiers en interne, hein, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, comme on est sur plusieurs années en infirmier, eh ben, on va regarder avec vous, il faut nous contacter à ce moment-là pour qu'on fasse le lien vraiment avec l'employeur et éventuellement l'OPCO, si l'employeur relève de l'OPCO Santé, hein, on pourra initier le contact avec l'entreprise et voir ce qui peut être mis en place en fonction des possibilités financières, soit de l'entreprise ou soit de l'OPCO, hein, pour que ça apparaisse bien dans votre dossier au moment où il passe en commission chez nous, parce que ça lui donne une priorité supplémentaire, justement. On parlait aussi de parcours, d'ingénierie de parcours. Alors, on a listé là quelques possibilités d'adapter votre parcours. Alors, le positionnement, c'est une étape indispensable et qui est obligatoire dans le PTP. Donc, l'organisme de formation dans lequel vous voulez vous former, il est obligé de vous faire un positionnement, c'est-à-dire de regarder ce que vous savez faire, vos compétences, les diplômes acquis, enfin, voilà, tout ce qui concerne votre profil au regard de la formation visée, et il va vous proposer une durée, un parcours individualisé. Donc, dans le premier cas de figure, on va dire, on est sur un cas classique de la personne qui n'a peut-être pas de compétences ou de choses acquises au préalable et va avoir une durée individualisée, mais qui va souvent être la durée, on va dire, globale et complète. Dans la deuxième ligne, par contre, là, on est sur une autre stratégie. Imaginons que vous êtes sur des fonctions où vous faites justement faisant fonction sur un métier pour lequel vous n'avez pas le diplôme. Et voilà, je fais fonction d'aide-soignant, je fais des tâches, je fais quelques activités d'aide-soignante et j'aimerais bien avoir le diplôme d'aide-soignante. Donc, je peux procéder par une VAE, hein, faire une validation des acquis de l'expérience, je vais en parler juste après. Obtenir le résultat de cette VAE-là. Ensuite, l'organisme de formation dans lequel je vais faire mon diplôme d'état d'aide-soignant, il va regarder ce que j'ai obtenu et il va me proposer dans le projet de transition professionnelle une durée réduite en fonction de ce que j'ai déjà obtenu. Alors, c'est le cas aussi des allègements réglementaires liés au diplôme. Hein, je ne l'ai pas noté, mais c'est aussi le cas, par exemple. Je peux avoir une troisième stratégie qui va être si je projette ma formation sur plus d'une année. Par exemple, si je me dis, je me donne jusqu'en 2025 ou 2024 pour me former, et je peux avoir une stratégie de dire, voilà, je vais acheter avec mon CPF, mon compte personnel de formation, 1 ou 2 blocs du diplôme que je vise. Je vais le faire hors temps de travail. Je vais les valider, ces blocs-là, parce qu'une fois que je les ai, c'est pour la vie, hein. On va dire ça comme ça. Et je vais aller voir l'organisme de formation après, une fois que j'aurai eu mes blocs, pour qu'il me fasse un positionnement. Et je pourrais faire une demande de PTP sur les blocs que j'aurais pas eu. Par exemple, si une formation a fait 4 ou 5 blocs, si j'en ai eu 2 au départ, je fais une demande sur les 3 qui restent. Ça permet de réduire le parcours, ça permet de vous donner des priorités supplémentaires chez nous et d'arriver à des choses un peu sur mesure. Par contre, c'est vrai, on est d'accord que ça peut allonger le temps de réalisation du projet, hein. Donc, ça, c'est à prendre en compte dans votre degré d'urgence ou dans votre temporalité, on va dire ça comme ça. J'ai mis le lien sur la VAE, mais je vais en parler ensuite. Parce qu'il y a déjà des chemins préétablis pour certains diplômes au niveau du ministère de la Santé, hein, pour la validation des acquis. Justement, voilà. Nouveauté, alors la validation des acquis, ce n'est pas une nouveauté, mais par contre, on est sur des critères qui ont changé depuis plusieurs années. Là, il faut 1 an d'expérience en rapport direct avec la certification visée. Donc, si ça fait plus d'1 an que vous faites fonction, par exemple, d'aide-soignant, vous pouvez dire que vous rentrez dans ce critère-là. Il faut être salarié du secteur privé,
Et puis, il faut viser un diplôme voilà, ou un CQP inscrit au RNCP. Et nous, on peut étudier une demande de financement sur le prix, sur le parcours de l'accompagnement à la VAE, hein, recevabilité, accompagnement, passage au jury, avec un forfait. Alors ça, c'est la diapo d'après. Voilà. Donc, je vous rappelle, dans la validation des acquis, vous avez la recevabilité, c'est-à-dire que là, vous écrivez dans un livret 1 tout ce que vous avez fait, voilà, en résumé. Et en fait, ensuite, l'organisme valideur va regarder ce que vous avez mis dans votre livret 1. Et s'il vous dit oui, à ce moment-là, vous pouvez passer au livret 2 pour lequel vous aurez besoin d'un accompagnement par un organisme spécialisé qui va vous aider justement à compléter ce livret 2. Une fois que le livret 2 est fait, vous le déposez et puis vous passez devant un jury qui va avoir lu le livret 2 et vous poser des questions sur vos expériences, sur ce que vous avez fait, enfin voilà, tout ce que vous avez pu décrire dans votre livret 2. Et il va rendre sa décision en fait comme un relevé de notes, comme si vous aviez passé le diplôme en fait ou le certificat que vous visez. Et vous recevez après quelques temps chez vous votre relevé de notes. Alors, parfois, tel ou tel module ou tel bloc ou telle matière seront validés, puis d'autres, elles vont être ajournées parce que vous ne les avez pas obtenues, ce qu'on appelle une validation des acquis partiels. Alors, il y a une réforme de la VAE qui est en cours, qui permettra, on va dire, deuxième semestre 2023, début 2024, d'avoir une validation des acquis par bloc, ce qui serait intéressant pour certaines formations qui se délivrent par bloc. Pour l'instant, on est encore sur la validation partielle, c'est-à-dire, voilà, j'ai obtenu une partie du diplôme. Et puis, à ce moment-là, s'il vous manque un morceau au niveau du diplôme, là, vous pouvez nous faire une demande de PTP. Ou alors, si c'est un tout petit bout, vous le financez avec votre compte de personnel de formation autonome, sans nous. Sachant que nous, la prise en charge de la validation des acquis, ça ne touche pas à votre compte personnel de formation, c'est en dehors. Donc, c'est l'avantage. Et alors, pour illustrer ça, en 2022, on a financé 71 dossiers de demande de financement de VAE. Et dans le top 3 des certifications visées, alors là, on est bien, parce que du coup, il y a le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, qu'on retrouve aussi dans les PTP, beaucoup demandé, le diplôme d'État d'aide-soignant. Donc, comme quoi, oui, ces cas de figure-là, ils existent. Il y a des personnes qui peuvent valider des diplômes d'État d'aide-soignant de par leur activité actuelle, et puis le diplôme d'État éducateur spécialisé. On est plutôt sur du public féminin qui nous font les demandes en VAE, et toujours la même tranche, 30-49 ans à peu près, en grosse majorité. Alors avec quand même une bonne proportion de moins de 30 ans qui fait de la VAE maintenant. Donc voilà, pour la validation des acquis. Est-ce que ça amènerait des questions déjà ou encore? A priori, non, pas sur la VAE. Il y avait une question, si je repousse mon dépôt de dossier, est-ce que je risque de ne plus avoir de budget? Donc ça, on y a répondu. Non, le budget, il y en a toute l'année, il est réparti équitablement. Donc, pas de danger, si ça repousse le dépôt de dossier, de ne plus avoir de sous. Alors, justement, pour répondre aux questions sur les dépôts de dossiers, voilà, toute la temporalité, l'aspect administratif un peu du PTP, projet de transition professionnelle. Je voulais juste refaire un petit focus sur les étapes qui vont être importantes, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, les critères sur le projet professionnel, ils portent beaucoup sur comment vous avez regardé le métier, comment vous avez regardé les perspectives d'emploi et tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le travail sur le projet professionnel, et ça, c'est vraiment primordial pour nous parce que ça se ressent dans l'argumentaire que vous mettez dans vos demandes de financement. Les administrateurs, ils lisent les argumentaires que vous allez faire apparaître sur votre espace personnel dans votre dossier de demande de financement. Voilà. Et en fait, par rapport à ce que vous allez pouvoir faire transparaître, c'est important de montrer le fait que vous ayez été accompagné dans cette trajectoire-là et que vous ayez regardé suffisamment les éléments
sur lesquels ils peuvent s'inquiéter et se poser des questions par rapport à votre projet. Donc, on vous recommande, nous, un accompagnement par le conseiller en évolution professionnelle. Une fois que vous avez travaillé votre projet, la formation, vous allez l'identifier, choisir l'organisme de formation. Là aussi, il y a des critères. Le conseiller en évolution professionnelle pourra vous aider là-dessus. Et l'organisme, il va vous proposer un parcours individualisé, adapté dans son contenu et sa durée. Ça, c'est à faire là, maintenant, hein, on est bien d'accord. L'employeur, si vous êtes en CDI, donc, il faut demander une autorisation d'absence à votre employeur au moins 4 mois avant le démarrage de la formation. Ça, c'est le code du travail, hein, c'est les textes à respecter. L'employeur a 1 mois pour vous répondre. Il peut vous autoriser l'absence ou la reporter dans le temps. Mais là, il y a des précisions qui peuvent vous être données dans l'offre de service qu'on anime, nous, à Transition Pro. Et sur notre site internet aussi, il y a des choses. Donc, une fois que l'employeur a donné l'autorisation d'absence, et même en parallèle, mais je vais en reparler, vous avez un dossier de demande de financement à créer sur notre plateforme, sur notre site, hein, dans votre espace personnel. Il faut qu'il soit validé, c'est-à-dire déposé complètement au moins 3 mois avant le démarrage de la formation. Et puis, c'est là que le dossier va passer en commission chez nous, dans une des 14 commissions dont on a parlé tout à l'heure. Sachant qu'on a doublé celle de juillet et août, parce que pour répondre à une des questions de tout à l'heure, si vous avez le résultat de la sélection début juillet, votre dossier, il faut qu'il nous soit validé chez nous avant. On va le mettre en attente du résultat de la sélection début juillet. Et dès qu'on a le résultat début juillet, on peut le mettre pour qu'il passe en commission à la prochaine où il y a de la place après. Donc, soit la 1re de juillet ou la 2e de juillet, ou ça la 1re d'août ou la 2e d'août. Mais l'idéal, ce serait que ça passe quand même en juillet pour que vous ayez une réponse en juillet. Ça, c'est fonction aussi du volume de dossiers qu'on va avoir. Voilà. Donc, une précision avant de voir mon petit serpentin du temps, là. Toutes les formations avec une sélection préalable. Donc, on l'a dit tout à l'heure, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, mais là, c'est plus compliqué. On va avoir d'autres formations pour lesquelles il peut y avoir des sélections. Les organismes de formation, des fois, ils mettent sur certaines formations sanitaires et sociales, il peut y avoir des jurys de sélection, etc. aussi. Donc, pour respecter le délai des 4 mois, il faut bien nous demander à l'employeur 4 mois d'autorisation d'absence avant le démarrage de la formation. Et nous, quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait votre dossier 3 mois avant le démarrage de la formation. Ça, c'est recommandé par nous pour que le dossier puisse passer en commission et ensuite est examiné en recours s'il y a un refus. Donc, si ma formation démarre fin août, il faut que mon dossier soit validé sur la plateforme maxi fin mai. Et puis, si j'ai mon résultat de sélection, voilà, début juillet, il passera après en commission, après le résultat de la sélection. Si par rapport à des personnes qui ont des projets qui ont déjà été mis en œuvre l'année dernière, ils ont déjà été sélectionnés l'année dernière, et ils ont eu leur place en formation, mais parce qu'ils n'ont pas pu rentrer, il y a un report de la sélection en 2023. Il faut nous faire le dossier dès maintenant, parce que l'organisme, les IFI, IFAS, voilà, tous les organismes en général, ils savent bien que ceux qui ont un report de la sélection, on peut nous faire le dossier dès maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre le mois de juillet pour valider votre dossier, ou le mois de juin. Vous pouvez nous le faire dès maintenant, dès le mois d'avril. Hein. Donc, il vaut mieux d'ailleurs anticiper. Ça nous permet, nous, de passer les dossiers au fil de l'eau et de ne pas se retrouver avec beaucoup trop de dossiers en juillet et en août à examiner. Vaut mieux que vous ayez une réponse en mai-juin qu'en juillet en août pour un démarrage fin août. Alors, voilà. Une question qui reprend là. C'est Ouais. on demande à l'employeur avant même la réponse du dossier. Donc oui, la demande d'autorisation d'absence à l'employeur, elle se fait dès que vous avez les dates, le calendrier de la formation, vous pouvez faire la demande d'autorisation d'absence à votre employeur. Et c'est une demande d'autorisation d'absence sous réserve de financement par Transition Pro. Donc, si jamais il n'y a pas de financement, ou alors vous n'êtes pas prise à la formation d'être soignante, voilà,
ou d'auxiliaire de puère, là, vous annulez la demande d'autorisation d'absence automatiquement, si vous voulez. Mais il faut bien la faire avant d'avoir la réponse. Donc, voilà, là, vous avez le schéma qui récapitule les étapes. Voilà, donc ce que j'appelle les volets, volet salarié, volet organisme de formation, volet employeur, c'est les parties dans la plateforme chez nous du dossier. Avant, c'était un dossier papier, maintenant, c'est un dossier informatique depuis plus de 2 ans, 3 ans maintenant. Donc, tout se fait en ligne. Et si jamais vous avez des soucis par rapport à ça, parce que c'est vrai que voilà, le numérique, c'est pas toujours évident. Nos collègues chargés d'information, qui sont au nombre de 5 ou 6 maintenant, ont des offres de services, alors soit en présentiel, soit à distance, c'est vous qui choisirez, pour vous aider justement à constituer le dossier au mieux et à faire que tout soit, je dirais, toute la procédure qui peut être compliquée quand on n'est pas dans le domaine, et qu'on regarde ça une première fois, on se dit oh là là, c'est compliqué. Elles peuvent vous aider à justement bien bien gérer tout ça et ne pas oublier voilà des étapes et puis rester dans le timing en fait, parce que voilà, le mot d'ordre c'est le plus tôt possible. Si vous voyez bien sur mon schéma, voilà, j'arrête pas de dire le plus tôt possible, mais c'est vrai que l'idéal c'est d'anticiper pour que vous ayez pas une réponse au dernier moment, et on a ce message là aussi auprès des organismes de formation, et en leur demandant voilà, de ne pas trop attendre pour saisir le volet voyez, organisme de formation, là, le rectangle violet, parce que en fait, s'ils tardent eux, ça retarde la saisie du volet employeur, ouais, c'est le petit bleu en dessous. Donc, il faut que les organismes de formation aussi puissent remplir le volet leur correspondant le plus tôt possible aussi. Dès qu'ils le peuvent, notamment quand ils ont eu le résultat de la sélection. En tout cas, ils l'ont rempli après, mais voilà, il faut qu'ils remplissent ça au fur et à mesure le plus tôt possible. Donc, voilà, donc pas de souci si la sélection a lieu que début juillet. Vous nous déposez le dossier bien avant et puis on le mettra en attente et on le passera en commission dès qu'on a le résultat de la sélection. S'il y a une admission, ok, vous passez en commission en juillet ou août pour un démarrage de formation. Alors là, c'est exemple type, aide-soignant ou auxiliaire de PR, mais fin août. Sinon, il y aura un recours commission suivante où vous pourrez aussi garder le bénéfice de votre concours. C'est pas concours d'ailleurs, je serais utilisé comme terme, c'est sélection pour 2024. Parce que voilà, ça nous arrive tous les ans, des personnes qui ont été sélectionnées l'année d'avant, qui n'ont pas pu rentrer en formation pour défaut de financement ou autre, et qui reviennent l'année suivante avec le bénéfice de la sélection. Est-ce que ça... Ouais. Lorsque vous dites dépôt de dossier, cela veut dire les 3 parties signées. Donc oui, c'est bien les 3 parties signées, puisque le dossier il est en 3 parties, une par vous, une par l'école, une par votre employeur. Et il faut bien que les 3 parties soient signées pour que le dossier soit déposé. Et ça, c'est 3 mois à l'avance. Donc il faut s'y prendre dès maintenant, en fait, pour la saisie du dossier sur votre partie, puisqu'il y a toute une partie d'argumentation du projet. Donc oui, vous pouvez vous y prendre dès maintenant, c'est bien les 3 parties signées. Et ce que l'employeur peut refuser, donc Sandra, tu l'as dit, s'il y a déjà une partie de votre équipe qui est partie en formation ou s'il y a une activité particulièrement forte à un moment ou des arrêts de travail nombreux dans votre équipe, il peut vous demander de reporter une fois votre projet. Donc voilà, mais il faut qu'il le motive et qu'il le justifie. Et il ne peut le refuser qu'une fois. L'employeur peut commencer à remplir son volet, donc avant que nous ayons finalisé notre dossier PTP. Alors l'employeur, c'est celui qui intervient en dernier dans le dossier. Donc vous remplissez votre partie en même temps que l'organisme de formation, vous décrivez votre projet, etc. Et quand vous et l'organisme de formation, vous avez fini de remplir votre partie, que vous l'avez signée, c'est à l'employeur, à son tour, de se connecter à son espace pour remplir sa partie. Donc il interviendra en dernier, l'employeur. Il n'y a pas d'autres questions. Donc voilà, en gros, comment ça peut se passer là dans les semaines ou les mois à venir. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ?
Alors, on a peut-être le temps. Je peux parler juste de démission, reconversion éventuellement, Vincent. S'il n'y a pas d'autres questions sur le Ça a l'air de venir. Voilà. Mm. Lorsqu'on est salarié dans un autre secteur d'activité, la formation d'AS est de 1540 heures, donc intégrale, effectivement, il n'y a pas de passerelle si vous êtes sur une reconversion complète, et donc supérieure à vos critères prioritaires. Cela peut limiter nos possibilités de prise en charge par transition pro cette année. Alors oui, effectivement, parce que sur chaque commission, comme on vous disait, il y a un nombre de projets qui sont présentés, de demandes de financement, et il y a un budget qui est alloué. Et malheureusement, dans toutes les commissions, on n'a pas assez de budget pour répondre à toutes les demandes, si vous voulez. C'est ce que disait Sandra au début. On finance à peu près, je pense cette année, 55%, 60% des demandes qui sont faites. Donc, comme la formation dépasse ces fameuses 1200 heures au niveau du diplôme d'aide-soignant, effectivement, cette priorité-là n'est pas cochée. Mais par contre, c'est un des métiers prioritaires. Donc, vous cochez une autre priorité. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, mais effectivement, le fait que ce soit une formation longue pénalise un petit peu. C'est pour ça qu'on vous a parlé d'éventuellement aménager le parcours pour ceux qui le peuvent. Mais si vous venez d'un autre secteur, vous ne pourrez pas, et puis vous présentez le dossier comme ça, et on essaiera de le prendre en charge malgré tout, mais effectivement, ça peut pénaliser un petit peu. Mais il faut le monter quand même, il faut tenter le coup. Comme vous voyez, être soignant, c'est un métier prioritaire quand même. Donc, voilà. Et puis, il y a d'autres critères de priorité, comme le niveau de diplôme, comme la taille de votre entreprise, etc., comme on l'a vu au début. On peut partir sur la démission reconversion. Oui, tu n'avais plus de questions. 2 mots sur le dispositif d'émission reconversion. Alors, voilà. On en parle parce que vous pouvez être amené à en entendre parler aussi, et puis ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez éventuellement envisager en plan B ou voilà, par rapport au projet de transition professionnelle, ou en plan A en fonction de ce que vous déciderez. Donc là, ce dispositif-là, il va vous permettre de démissionner tout en ouvrant droit à l'allocation chômage. Alors là, je pèse mes mots. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on démissionne, voilà, classiquement, si on va à Pôle emploi, on n'a pas le droit à l'allocation chômage puisqu'on a démissionné. Par contre, dans ce dispositif-là, l'intérêt, c'est que vous aurez travaillé votre projet de reconversion avec soit suivi de formation ou soit un projet de création ou reprise d'entreprise. Mais là, on va plutôt parler du projet de formation. Donc, soit si vous avez travaillé ce projet-là et que vous êtes éligible au dispositif, c'est-à-dire il faut être en CDI dans le secteur privé, donc on insiste bien là-dessus, et avoir une activité professionnelle de 5 ans sans interruption. Alors, ces 2 critères-là, ce n'est pas nous qui les vérifions Transition Pro, c'est vous, salariés, qui allez regarder ça avec votre conseiller en évolution professionnelle, puisque là, l'accompagnement est obligatoire en CEP, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, il y aura une possibilité de regarder sur un simulateur de Pôle emploi avec voilà, tous vos contrats, enfin voilà, tout ce qui concerne les critères, et vous aurez comme ça la possibilité de voir si vous êtes éligible à ce dispositif. Une fois que vous êtes éligible, en fait, le processus, il est en plusieurs étapes. Alors, l'étape 1, on vient d'en parler. L'étape 2, c'est alors rencontrer, c'est surtout se faire accompagner avec un conseiller CEP là, pour sécuriser votre projet. Donc, on est bien sur l'étape obligatoire. Ensuite, vous nous déposez un dossier pour, toujours pareil sur la plateforme, un dossier aussi assez conséquent aussi, puisqu'on vous demande voilà, les éléments concernant le projet le projet de reconversion, pardon, la formation, enfin voilà, tout un d'éléments qui sont demandés dans le dossier. Et en fait, ce dossier-là, il va aussi passer en commission chez nous. Ce ne sera pas la même commission que le PTP, ça c'est une autre commission, commission d'émission reconversion. Et ils vont regarder si votre projet a un caractère réel et sérieux, en fonction de critères aussi, qui ressemblent un peu aux critères du projet de transition professionnelle aussi. Et puis, une fois qu'ils ont regardé, qu'ils ont dit oui, on lui donne l'attestation. Donc, vous aurez sur votre plateforme, sur votre espace,
une attestation de caractère réel et sérieux, donc en tête de Transition Pro-Bretagne. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir démissionner. Nous, on conseille de démissionner après avoir eu l'attestation de Transition Pro. Vous allez pouvoir démissionner et ensuite vous inscrire à Pôle emploi. Et vous irez vous inscrire à Pôle emploi avec ce fameux papier de Transition Pro. Et Pôle emploi, 6 mois après votre inscription, elle va vérifier, elle va contrôler que vous avez bien mis en œuvre le projet pour lequel vous avez démissionné. D'accord? Donc, avec des conséquences qui peuvent être, voilà, si ce n'est pas mis en œuvre, pourquoi pas un arrêt des indemnisations de Pôle emploi. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, si je fais ce dispositif-là, c'est j'ai une mise en œuvre du projet dans les 6 mois qui suivent le moment où je m'inscris à Pôle emploi. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, je n'ai pas mis le détail des chiffres par rapport aux demandes, mais on est à peu près à, je sais pas, en 2022, on avait à peu près 900 demandes d'attestés. Et voilà, c'est un dispositif qui peut être considéré comme un plan B, oui, si des fois le projet de transition professionnelle n'aboutissait pas. C'est en tout cas la stratégie de pas mal de salariés qui nous font des demandes des fois de PTP qui sont refusées et qui vont passer après par un dispositif d'émission reconversion. Alors, donc peut-on du coup jouer les 2 cartes PTP et d'émission reconversion en même temps afin d'être sûr d'être admise d'une façon ou d'une autre? Alors non, on ne peut pas déposer les 2 dossiers en même temps qui passent à la même commission. C'est plutôt, nous on encourage à privilégier quand même le PTP qui est beaucoup plus intéressant financièrement. Voilà, vous ne passez pas par la case Pôle emploi, etc. Et s'il est refusé, à ce moment-là, tentez la démission reconversion. Alors le problème, c'est que ça décale le projet dans le temps, effectivement, et qu'il faut viser la session d'après. Mais on ne pourra pas traiter vos 2 demandes en une seule fois et puis vous choisissez la meilleure, en fait, une fois les réponses données. C'est bien successivement et plutôt la démission reconversion sur un plan B si jamais le PTP n'a pas marché. Et donc, il y avait une autre question, si on revient sur le PTP, parce qu'il y a eu des questions arrivées. En cas de refus de la commission, quels sont nos recours afin d'assurer notre place en formation? Donc, vous pouvez faire un recours si la commission Transition Pro refuse votre dossier. Vous n'hésitez pas. Alors, sur le courrier, il y a un motif qui est indiqué, mais ce n'est pas très clair parce que c'est des courriers automatiques. Mais vous n'hésitez pas à nous appeler et nous, on vous oriente sur est-ce qu'il faut faire un recours et qu'est-ce qu'il faut répondre à la commission, puisqu'on a quelqu'un qui est présent à la commission et qui nous dit ce qui s'est dit justement sur votre demande et pourquoi il y a eu un refus. Donc, s'il y a besoin de retravailler le projet, etc., on vous aiguillera sur ce recours. Et oui, bien sûr, vous avez le droit de faire un recours s'il y a un refus. Et donc, il y avait une autre question sur le PTP, c'est que regardez-vous justement pour le financement? C'est ce que disait Sandra plus tôt dans le diaporama, c'est avant tout de bien travailler votre projet. La cohérence du projet, est-ce que vous savez où vous allez? Vous avez rencontré des professionnels? Est-ce que votre état de santé il est compatible avec le métier que vous visez? Nous expliquer pourquoi vous voulez changer de métier et surtout, est-ce qu'il y a des perspectives d'emploi? Est-ce qu'il y a un employeur près de chez vous? Est-ce que vous pouvez les lister? Est-ce que vous avez repéré des offres d'emploi qui vous conviennent, etc. Donc, c'est tout ça qui est regardé sur les demandes de financement PTP, au-delà des priorités, au-delà du budget qui, de toute façon, est regardé aussi. Mais c'est surtout le projet qui est à bien présenter. Et c'est par écrit qu'on le fait dans le dossier. Il n'y a pas un passage devant la commission. Donc, bien prendre le temps de le travailler et éventuellement avec un conseiller en évolution professionnelle pour vous aider s'il y a besoin. Voilà. Pas d'autres questions. Non. Ah oui, j'ai terminé. J'ai mis une dernière diapositive sur voilà, notre offre de service. On est disponible. En fait, on est joignable au 02 99 29 72 53. C'est nos bureaux à Rennes. Donc, voilà, il y a du lundi au vendredi. Si jamais on ne répond pas, vous pouvez nous laisser un petit message sur le répondeur et on vous rappelle. On a des webinaires comme ce midi, par exemple. Et mes collègues, elles vont animer des ateliers physiques en visio. Voilà, l'idée, c'est de ne pas vous sentir seul face à aussi toute cette, on va dire, ce schéma-là
dans le temps, etc., n'hésitez pas à nous solliciter, à nous poser des questions par rapport à ça, parce que on voit bien que ça avance mieux quand les choses sont éclaircies et quand vous avez les bonnes informations, venez vers nous, parce que c'est vrai que ces dispositifs-là, nous, on les maîtrise. Hein. Mes collègues, elles sont en capacité de répondre voilà, à toutes vos questions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter, même si tout se fait à distance, voilà, sur la plateforme. Il y a quand même des collègues derrière qui peuvent vous aider largement. Donc, il ne faut pas hésiter là-dessus. Alors, je ne sais pas si... Autre question a priori, mais notre numéro de téléphone il est affiché. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions qui vous reviennent. Et puis, voilà. Non, il n'y a pas de dernière question. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, voilà, en fait, ouais, j'avais mis... Ah non, je peux arrêter le partage. Je pensais que j'avais mis une autre diapositive ici. Donc, voilà, en vous remerciant de votre participation. Et puis, voilà, on reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous avez nos coordonnées. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Merci. Merci. Au revoir, bon après-midi. Bonne fin de journée à vous. Ouais, merci. Au revoir.